Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le grand bonheur de recevoir un auteur que j'avais hâte de recevoir à l'émission, Simon Boulris. Bonjour Simon, comment ça va? Ça va super bien, Amélie, toi? Ben oui, alors j'aimerais ça qu'on te présente un peu à mes auditeurs. T'es né en 1982 sur la rive sud de Montréal. T'es comédien, dramaturge, metteur en scène, écrivain. T'as écrit à peu près 18 œuvres. À peu près. Le compte est bon. Ouais, le compte est bon. Et tu as publié autant pour la jeunesse qu'au niveau du théâtre, de la poésie. Oui, pour adultes, pour enfants, pour ados, pour tout le monde. Pour tout le monde. Et tu es vraiment quelqu'un de prolifique parce que si on se compare à d'autres auteurs, il y en a très très peu qui, à ton âge, ont écrit 18 œuvres. Là. Ben c'est possible. J'essaie de répondre à mon rythme intérieur, puis je pense que je suis prolifique à la base, sans doute, là. Mais moi, on me le dit beaucoup, j'ai pas le sentiment d'être prolifique. Ah non? Non, pas du tout. J'ai vraiment le sentiment d'écrire ce que j'ai à écrire. Et il se trouve que les choses sortent rapidement et on me dit beaucoup, je sens l'étiquette prolifique. Puis je vis bien avec ça. Là. Je la trouve pas négative, mais je la perçois pas comme ça du tout, moi. Parce qu'il faut le faire, là. Cet automne, tu as lancé trois romans en fait 3 livres pour la jeunesse. Ouais. 3 très bons livres. Mais merci. Faut le faire quand même, parce que produire autant d'œuvres et que ce soit toujours aussi bon et toujours aussi diversifié. Mais en fait, je dois dire, c'est que chaque projet, moi j'écris toujours plusieurs projets à la fois. Donc j'ai un esprit qui est pas, je suis pas compartimenté à la base, mais pour ça, pour l'écriture, je réussis vraiment à avoir des petites boîtes dans mon esprit et je sais très bien que quand il m'arrive tel événement, je sais que ça va bien se prêter à telle histoire. Donc chaque jour, moi je manque beaucoup de rigueur. Hein. J'écris vraiment à des heures tout à fait variées et des fois, bon, je suis inspiré par un projet en particulier et il peut m'arriver la même semaine de terminer 2 projets que je mène parfois depuis des années de front. Là. Ça peut arriver. Là. Je viens de terminer un roman dans le temps des fêtes que j'écris depuis 4 ans. Donc, il y a des romans qui s'écrivent de façon plus condensée parce que je suis, bon, peut-être pas visité par la grâce, mais visité par quelque chose d'urgent. Et il m'arrive d'avoir des projets à très, très longue haleine. Donc, c'est du cas par cas. Et je réussis somme toute, à compartimenter ça dans mon esprit pour pas que les projets se brouillent ou s'influencent trop. Donc, j'essaie que chaque projet soit unique et soit délimité par leur propre zone. Est-ce que tu écris à tous les jours? J'écris à tous les jours, oui. Évidemment, si j'écrivais pas à tous les jours, certainement que j'aurais pas autant d'œuvres derrière moi, mais j'écris pas beaucoup à tous les jours. J'écris un peu. Ça peut m'arriver d'écrire quelques phrases à peine, et des fois c'est plus généreux, mais j'essaie de me donner la seule rigueur que j'ai, c'est à tous les jours d'écrire quelque chose. Ça peut être un seul vers, mais il faut au moins que je sois en posture de création chaque jour. Est-ce que tu écris dans un cahier ou à l'ordinateur? Alors, j'ai toujours un cahier de notes que je traîne avec moi, que je laisse aussi, avant de me coucher, je le monte toujours à côté de mon lit sur la table de chevet parce que parfois, juste au seuil du sommeil, des fois, je suis visité par une idée et je veux pas l'oublier. Alors, je vais la noter et souvent, le lendemain matin, en la relisant, je réalise que c'était une très mauvaise idée. Mais je les note quand même. Je note absolument tout et je vampirise beaucoup les gens autour de moi. Donc, des gens qui vont dire des phrases surprenantes ou des fois, c'est juste un mot qu'on n'utilise plus, que j'entends plus, et c'est juste, ça va raviver quelque chose et je vais le noter. Et même souvent, le geste de lire, je lisais dans le métro en m'en venant, j'allais au métro Longueuil et je lisais Emmanuel Carrère. Et il y avait tout un champ lexical sur le surendettement. Et avec, il y avait le mot faillite civile. Ah, j'aimais ça, faillite civile. Je l'ai noté. Des fois, je note juste parce que j'aime les sonorités ou j'aime même le sens que ça peut apporter. Donc, des fois, juste de glisser ce mot-là dans mon cahier de notes, quand je vais le retranscrire ce soir à l'ordinateur dans un projet, ça se peut que ça me parte sur un sujet. Ça se peut que ça colore différemment l'histoire que j'écris. Donc, des fois, c'est des mots, hein, seulement le mot faillite civile, c'est 2 mots, là, mais bon, les 2 mots, je sais pas, les 2 mots juxtaposés, pour moi, ça fait jaillir quelque chose de particulier. Et quand t'écris, est-ce que t'aimes ça te mettre dans la peau, justement, des gens que tu rencontres ou dans la peau de tes personnages? Oui, en fait, parce que je suis comédien aussi, je pense que ça s'y prête bien. Je pense que c'est l'acteur en moi qui aime ça jouer des personnages et qui aime ça se glisser. Mais j'ai toujours prétendu que la plus grande qualité d'un auteur avant sa rigueur, avant sa patience, pour moi, c'est son empathie. Et l'empathie, c'est ça, c'est la faculté de pouvoir se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre, de pouvoir comprendre quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ça le grand talent d'un auteur, c'est qu'il y ait
le mot empathie est plus précis que la compassion, mais qui est quand même une certaine part de compassion. Je pense qu'on doit aimer l'humanité pour en parler, pour raconter l'humanité, il faut l'aimer. Essentiellement, là, je pense qu'il y a aussi des gens qui se portent porte-à-faux par rapport à ça, mais moi, je dirais que je suis plus un bon aimant. Tu sais, j'aime l'humanité, donc je dirais que c'est mon empathie qui me permet d'écrire et de me glisser dans la peau d'une femme de 60 ans, tout comme d'un petit enfant de 12 ans. Il y a un plaisir vraiment de s'oublier et d'aller chercher de ces personnages-là tout ce qui est près de toi, parce que je me sens aussi près d'une femme de 60 ans, monoparentale, femme au foyer, moi qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas du tout femme au foyer, je peux comprendre, j'ai en moi ce qu'il faut pour comprendre une femme de cet ordre-là, tout comme un enfant de 10 ans. Bon, j'ai été un enfant de 10 ans, donc je peux savoir, j'ai peut-être encore plus ce qu'il faut, mais du moment que tu as de l'empathie pour ces personnages-là, pour ces gens-là, pour la race humaine, je pense que t'es choyé et tu peux te permettre, moi je me permets d'écrire dans la peau de n'importe qui est susceptible d'attiser quelque chose en moi. Et je lisais que t'aimais pas la normalité. Non, j'aime pas la normalité. Je suis pas. C'est que je suis bien plus attiré par tout ce qui est atypique. C'est vraiment l'atypique pour moi. Ça m'allume davantage. D'ailleurs, dans le journal, moi, la partie que je préfère, c'est souvent les chroniques insolites, parce que je prétends souvent que dans l'extraordinaire, l'humain se révèle beaucoup. Quand il arrive des choses surnaturelles, forcément, on dirait qu'en tant qu'être humain, on se positionne, la vraie nature va jaillir à ce moment-là, quand il arrive quelque chose de complètement fou. Et donc, j'ai un grand plaisir à raconter la vie de gens atypiques, donc pas des marginaux comme on peut l'entendre généralement, mais des gens vraiment décalés. C'est vraiment le mot que j'aime, c'est être décalé par rapport à la route conventionnelle, là. Donc, c'est juste être un peu à côté de la vie. Et d'ailleurs, c'est que je me sens profondément comme ça. Tu sais, j'écris essentiellement parce que je me sens pas dans la vie. Je sais pas comment rentrer dans la vie. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui savent d'emblée si on doit donner 2 becs ou serrer la main. Moi, j'ai tout le temps un malaise. Tu sais, je trouve que c'est ça, les détails de la vie. Je les possède pas tous. Tu sais, je gère beaucoup ma vie comme un enfant, souvent, peut-être parce que je me sens près de l'enfant qui ne sait pas nécessairement et qui est spontané là-dedans et qui peut se tromper et pour qui on accepte qu'il se trompe. Donc, donc mon côté juvénile, je pense qu'il est très présent. Mais je le vis comme ça. Donc moi, le côté, tu sais, je cuisine très très peu. Je ne conduis pas, comme tu le sais. J'ai pas de permis de conduire. Donc, il y a vraiment des choses d'adultes, là. J'ai l'impression de ne pas être encore rentré dans la vie comme la plupart des gens, mais je pense que c'est un sentiment qui est, somme toute, assez partagé. Quand je parle de ça, de mon sentiment d'être décalé, je sens qu'il résonne chez beaucoup de gens. Et donc, c'est peut-être pour ça que mes personnages qui le sont peuvent toucher certaines personnes, parce que c'est un peu universel, ce sentiment-là d'être décalé. Et je disais que quand tu étais à l'école de théâtre, on essayait justement de te faire rentrer dans un moule. Il y a un prof qui te dit « Non, continue de garder ça parce que c'est ce qui fait ta force ». Oui, mais en fait, je pense qu'à l'école, dans une école de théâtre, on travaille toujours sur tout ton matériau, c'est toi. Hein? Donc, ta voix, c'est ton problème, ton corps, ta posture. Donc, on se fait beaucoup taper sur les doigts de toute notre personnalité, en fait. Et se faire rentrer dans des cases, on a tous, on est dirigé constamment et on me reprochait plein de choses. Tout comme on reprochait plein de choses à tout le monde, là, j'étais pas un cas unique. On était tous des cas uniques, en fait. Et c'est juste très douloureux de toujours se faire reprocher les mêmes choses. Puis à un moment donné, j'ai réalisé à quel point que... moi, c'est la phrase de Cocteau. Hein, c'est Cocteau qui dit « Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi ». C'est une phrase qui est très précieuse, moi qui a été très précieuse dans ma vie en tant que comédien, en tant qu'auteur aussi. J'ai le sentiment que ce qui fait tellement notre marque de commerce, tant dans l'écriture que dans le jeu, c'est ce qui fait ta fibre, hein, c'est nous. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on va aimer ton jeu, on va aimer ton écriture, parce qu'il est coloré de ta personnalité. Peut-être que tu abuses d'adjectifs quand tu écris, mais ça fait ta marque de commerce. Donc, je sais pas si j'abuse d'adjectifs, là, mais je sens que quand j'ai lu cette phrase-là, moi, il y a eu un tournant dans ma vie.
de m'octroyer la possibilité d'être moi-même totalement et d'assumer toutes mes failles que je trouve très belles. T'sais, moi, j'ai envie d'écrire tout le temps sur les failles de l'être humain, beaucoup plus que sur la force, parce que moi, je me reconnais dans l'échec constamment. Je me sens plus près de l'échec que de la réussite. Donc, je vais toujours écrire là-dessus. Et moi, en tant que lecteur, parce que je suis un grand lecteur, et en tant que lecteur, c'est ça que j'aime. J'aime ça, lire des échecs. Mais est-ce que quand t'écris, t'as peur de l'échec? Non, pas du tout. Je suis pas du tout. Moi, je doute très peu quand je suis en période de création. C'est vraiment à la publication que là les doutes s'insinuent. Là, ça peut être douloureux même à ce moment-là, mais je me fais beaucoup confiance et j'ai l'air d'un gars fragile sur plein de pans de ma vie, alors que je suis beaucoup plus solide que l'image que je projette, et je me fais vraiment confiance jusqu'à la toute fin. Là, je sens souvent que j'ai raison. Et bon, jusqu'à la publication. Et là, à la publication, il y a un doute inévitable et important aussi. Tu sais, on peut pas... il faut douter de soi, absolument. C'est super précieux, le doute aussi. Mais il faut pas que ça nous gruge. Et en tout cas, il me gruge pas trop dans la création. C'est vraiment... j'ai la création assez sereine. Et tu collabores avec plein de maisons d'édition aussi. Ouais, je dis souvent que je suis une guidoune littéraire. C'est vrai, parce que en fait, j'aime tellement plein de maisons d'édition différentes. Je trouve qu'ils ont toutes leurs particularités et j'aime profondément les livres. Il y a des types de jaquettes, de couvertures qui me rejoignent plus que d'autres, évidemment. Il y a des lignes éditoriales qui me plaisent beaucoup. Et souvent, quand j'aime tant de livres dans une maison d'édition, j'ai envie de m'inscrire dans cette lignée-là. Souvent, je me sens multiple. Et donc, j'ai envie de m'inscrire dans plusieurs lignées de pensée. Et j'ai envie de me disperser. Pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, être dispersé comme ça. C'est une curiosité, c'est une envie d'aller voir partout. Donc, pour moi, c'est pas négatif. Ben, c'est sûr mais c'est sûr, le côté guidoune n'est pas toujours bien vu, mais je l'assume totalement. Je me sens bien là-dedans, dans mon guidoune. Mais en même temps, une maison d'édition pourrait pas, comme à cet automne, publier les trois livres que tu as sortis en même temps. Exactement. Donc, je pense que en même temps, j'ai un rythme trop effréné. Il n'y a pas une maison qui pourrait me suivre totalement. Et en même temps, j'écris et à la fois de la poésie, du théâtre, des romans, jeunesse pour ados, pour adultes. Il n'y a pas de maison qui pourrait ressasser tout ça dans leur catalogue. Donc, à la base, ce serait impossible pour moi. Donc, je dois me disperser absolument pour survivre en tant qu'auteur. Et ce qui arrive dans les salons du livre, c'est que tu dois être dispersé. Moi, je t'ai vu aller au Salon du livre de Montréal. Je cours de stand en stand et j'ai un plaisir. J'aime ça, me promener et connaître plein de gens aux quatre coins du Salon du livre. Ça me plaît, moi, ça. Je trouve ça effréné, puis ça me plaît. Simon, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Certainement.